Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le maintien de la paix focalise les attentions. La responsabilité dans le traitement de l'information est donc une exigence. Le programme d'appui aux personnes vulnérables se poursuit. Dans la région de Bokeh, leur identification va permettre une meilleure prise en charge. Religion avec ce Dakar ou voyage spirituel à Madina Gounass. Plus de 2000 fidèles musulmans participent à ce rendez-vous de 10 jours ponctué par des prières et invocations. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Célébration de la liberté de la presse. Occasion de regarder dans le rétroviseur. La Guinée ne fait pas exception. Le pays reste partagé entre cadres juridiques favorables à l'épanouissement des médias et situation financière fragile. La presse guinéenne fait face à de nombreux défis. Reportage Mamadou Saliouba. En Guinée, la liberté de la presse est garantie par la Constitution à son article 19. La loi fondamentale consacre la liberté de la presse et la libre expression comme des droits fondamentaux, piliers de toute démocratie. Ce principe assure aux journalistes le droit d'informer, d'enquêter et de s'exprimer librement. Comme dans tout état de droit, cette liberté s'exerce dans un cadre juridique bien défini à travers notamment la loi L02-2010 relative à la liberté de la presse. Elle fixe les règles, les droits et les responsabilités pour concilier la liberté d'expression avec le respect de l'ordre public, le droit d'autrui et l'éthique professionnelle. Pour préserver l'équilibre entre liberté et responsabilité, la haute autorité de la communication veille à l'application des lois et des normes déontologiques dans le secteur de l'information et de la communication et soutient les professionnels des médias, régule les contenus diffusés et intervient en cas de dérive. Ce cadre légal offre aux journalistes un espace de travail protégé permettant d'exercer la profession sans faire face à des menaces ou à des répressions. Un autre indicateur essentiel du respect de la liberté de la presse, aucun journaliste n'est actuellement détenu pour des faits liés à l'exercice de sa profession. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de conditions de travail des journalistes et la perception de l'indépendance des médias. La situation financière de la presse reste fragile, marquée par un marché publicitaire limité et des revenus très faibles. Sur le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, la Guinée pointe à la 111e place sur 180 pays évalués. Ces défis ne remettent pas en cause la liberté de la presse acquise au fil des ans, mais soulignent la nécessité d'une vigilance et d'une synergie constante pour consolider les acquis et renforcer durablement le climat de confiance et de liberté. Entre professionnels des médias, le débat s'installe aussi. La préservation de la paix retient les attentions. Cela passe par la responsabilité dans le traitement de l'information, un élément essentiel dans la consolidation de la cohésion sociale. Le point avec Sona Sagnou, Tierno Maroufba. Informer est un droit, dire la vérité un devoir. Ce message fort a été au cœur de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse en Guinée, placée cette année sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Une journée qui doit être mise à profit par les professionnels de l'information et de la communication pour sensibiliser les populations, les pouvoirs publics quant au respect justement des contours et les pourtours de l'exercice du métier. Nous avons formulé les doléances. Mais à côté de ces doléances, nous avons également pris des engagements. Parce qu'une presse libre, c'est avant tout une presse responsable. Au nom du ministre, de féliciter
les journalistes qui font leur travail, parfois dans des difficultés, dans le travail, un travail spécifiquement compliqué parfois, mais qui le font dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est aussi l'endroit d'interpeller les journalistes sur leurs responsabilités sociales, parce que c'est important qu'une presse libre soit faite, c'est important qu'une presse libre soit crédible. Journalistes, acteurs des médias, autorités et partenaires se sont réunis pour réaffirmer le rôle essentiel d'une presse libre, responsable et engagée dans la consolidation de la paix et de la démocratie. La presse guinéenne, elle est libre. Moi, j'encourage les journalistes à dénoncer ce qui ne va pas, mais avec des preuves. Mais également à rapporter ce qui va. Parce que dans un pays, il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Il le fait dans la plus grande responsabilité. La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions et de prix de reconnaissance à plusieurs professionnels des médias en hommage à leur engagement, leur courage et leur contribution. L'édition de cette année revêt une portée particulière, placée sous la haute présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Elle consacre une reconnaissance forte des efforts engagés pour l'émergence d'une presse professionnelle, d'une presse structurée et ancrée dans les valeurs nationales. Moment fort de cette célébration, un prix de gratitude et un hommage spécial ont été décernés au président Mamadi Doumbouya, saluant ses actions en faveur du secteur de la presse et de la stabilité nationale. Au-delà des distinctions, cette journée sonne comme un appel à l'action, celui d'un journalisme plus rigoureux, plus éthique et résolument tourné vers la paix au service des citoyens guinéens. Dans l'actualité encore, c'est parti pour une nouvelle saison agricole. Cette année, le lancement s'est déroulé dans le district de Bankalan, sous-préfecture de Karfamoria, préfecture de Kankan, sous l'œil vigilant de la ministre de tutelle. Principale innovation, la relance de la filière coton pour plus de rendement. Reportage Diamokaba. À 25 km de la ville de Kankan, le district de Bankalan, dans Karfamoria, sur les rives du Milo. Cette année, ce grand bassin agricole accueille les acteurs de toutes les filières agricoles. En première ligne, la ministre de l'Agriculture pour porter la voix du chef de l'État. Dans son agenda, annoncer les bonnes nouvelles pour revitaliser le secteur agricole et galvaniser les acteurs de la culture du coton pour une campagne agricole couronnée de succès. La culture du coton constituait une source de revenus pour les braves populations et contribuait ainsi au développement socio-économique de la société à travers la création d'emplois directs et indirects. Malheureusement, ces dernières années, nous avons connu une baisse significative de la production, ce qui a eu des conséquences néfastes sur nos communautés. Nous visons 5 000 hectares pour qu'une fois, nous soyons dans la durabilité, dans la rentabilité. Nous essayons tant que possible d'aller dans le sens que nous a donné nos responsables. La présence de la ministre de l'Agriculture Aminata Kaba annonce un nouveau départ pour répondre aux multiples enjeux de la souveraineté alimentaire. Le signal fort cadre parfaitement avec la vision du programme Simandou 2040. Notre ambition est claire. Ramener la Guinée à des années de gloire cotonnière et au-delà, repositionner durablement notre pays parmi les grands producteurs et exportateurs de coton en Afrique, à l'instar de nos pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina et le Bénin. La campagne cotonnière 2026-2027 s'inscrit dans cette dynamique de reconquête et marque une étape décisive dans le processus de redynamisation de la filière conformément à la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Avec ce programme, le ministère consacre son orientation vers une agriculture durable. Des investissements sont à renforcer pour créer un véritable pôle de développement d'activités économiques.
À Timbi Madina, on note aussi la présence des acteurs majeurs de l'agriculture familiale. Ils viennent tous de la sous-région ouest-africaine. C'est la première session ordinaire du conseil d'administration du réseau ROPA. Au menu des discussions, les enjeux agricoles, alimentaires et économiques. Reportage Martin Fancinadouno. Au cœur des hauts plateaux du Fouta Djallon, Timbi Madina devient l'épicentre des réflexions stratégiques sur l'avenir de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. La Fédération des organisations paysannes du Fouta Djallon, structure d'accueil, abrite cette première session ordinaire du conseil d'administration du ROPA, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, organisé pour le compte de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée. Chez nous, actuellement, on vit l'insécurité armée et la production agricole est en train d'en pâtir. Donc, ce qu'on a vu hier, on a vu vraiment pas mal de modèles à emporter pour pouvoir appuyer la production agricole. Structurer le monde agricole en groupement, en union, en fédération. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est de les accompagner pour des questions économiques. L'Europa regroupe 13 organisations paysannes nationales et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Pendant plusieurs jours, les participants examinent les grandes orientations stratégiques du réseau, évaluent les actions menées et définissent de nouvelles perspectives face aux défis majeurs du secteur rural. Vouloir mettre le monde paysan ensemble, 15 pays quand même, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous saluons fortement. C'est une belle initiative que nos États doivent soutenir, parce que c'est ce monde paysan qui nous nourrit. Si nous donnons la force à ce monde paysan pour nourrir notre population, je pense que nous allons atteindre notre indépendance totale. À Timbi Madina, les voix du monde rural s'élèvent à l'unisson pour construire une agriculture plus forte, plus solidaire et tournée vers l'avenir. Une ambition collective qui place les producteurs ruraux au cœur des solutions pour assurer durablement l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Coopération entre la Guinée et la Tunisie. Le domaine industriel intéresse les deux pays. C'est ce qui a filtré des entretiens entre la ministre Fatima Camara et ses homologues à Tunis. Au-delà des entrevues, des visites sont faites dans certaines unités industrielles. Abdul Karim Camara. Au pays d'Ibn Khaldoun, le fondateur de la sociologie moderne, l'expérience en matière d'industrialisation s'étend sur plus de 60 ans. Ici, à Tunis, la ministre de l'Industrie est reçue au siège de la Tunisian Automotive Association, une référence dans l'industrie des équipements automobiles en Tunisie, dont l'expertise séduit plus d'un pays en Afrique. Ensuite, la délégation arrive sur les installations du groupe Comet à Radès, en haute banlieue de Tunis. Celui-ci est spécialisé dans la conception, la construction métallique et la distribution des semi-remorques et différents équipements supporteurs. Nous avons beaucoup de l'intérêt pour la Guinée. Notre produit a trouvé un grand succès, donc c'est pour cela que le projet d'installation sur place nous intéresse. C'est vrai qu'ils exercent déjà au niveau de la Guinée d'un point de vue commercial. Il fallait de visu constater leur capacité de production, mais aussi leur expertise. Nous nous sommes rendus compte qu'ils respectent la chaîne de valeur et qu'ils tiennent compte de la qualité. Ils ont des certifications également. Et nous pensons que nous allons aboutir à une collaboration future. Cette journée, c'est aussi les visites doublées d'entretien au ministère tunisien de l'Industrie et celui du Commerce. Là aussi, les échanges portent sur comment mieux cerner les besoins d'une vision partagée afin de créer une dynamique en cohérence avec les plans de développement des deux pays. Nous savons que le pilier 1 du Simandou 2040 rentre dans ce cadre. Donc nous voulons développer un renforcement institutionnel par des compétences techniques tunisiennes
Donc ils ont bien voulu accepter cette collaboration qui va être matérialisée, concrétisée au niveau de la Guinée par 2 signatures de nos ministères. Les équipes techniques guinéennes et tunisiennes vont réfléchir sur les différentes pistes de collaboration et le tout s'articulera autour de la redynamisation de la grande commission mixte de coopération dont la dernière session s'est tenue en 2018. Identification des personnes vulnérables dans la région de Bokeh. L'ANAFIC se met à la tâche. La formation est privilégiée pour une détection sans fausse note. C'est au bénéfice des promoteurs de cette couche de la société. Younoussa Tavel Kamara. C'est le nouveau siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Bokeh qui a servi de cadre à cette formation des planificateurs de développement des communes et districts de la région. Le but est de renforcer leurs capacités sur l'utilisation de l'outil de vulnérabilité sociale. L'objectif est clair, faire entendre la voix des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans les décisions et investissements locaux. Dans cette dynamique, il s'agira de maîtriser les principes de vulnérabilité, d'inclusion et d'exclusion, intégrer les priorités des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables dans les PDL et PAI. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a élaboré une boîte de 9 outils climatiques permettant, lors du diagnostic socio-économique local, une planification plus réalisée et plus exclusive. Les 4 jours d'intenses travaux et d'échanges d'idées ont permis aux participants de donner d'amples informations sur le cas spécifique de leur localité en matière de vulnérabilité sociale. C'est un atelier qui nous permet ici d'inclure les personnes vulnérables qui sont exclues dans l'élaboration de PDL et de PAI, dans les différentes communes, des collectivités rurales et urbaines, de tenir compte de leur existence, de tenir compte de leur moralité, de tenir compte également de leurs besoins. Cette autre stratégie de l'ANAFIC, principal instrument de financement des collectivités, prouve une fois de plus que le gouvernement guinéen prend à bras le corps les préoccupations des personnes vulnérables du pays. À la Cité des Sciences, tenue du Salon du codage et de la robotique, suivi du Forum des compétences numériques en Guinée. Ambition affichée, mettre le digital à la portée des jeunes afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Reportage Pascaline Yomalo. Étudiants, enseignants, professionnels du numérique et passionnés de la technologie ont répondu présent, réunis autour d'un même enjeu, préparer la jeunesse guinéenne aux exigences du monde digital. Au programme, exposition, démonstration de robots, ateliers de programmation et de panels de discussion. Codage robotique, ce sont les compétences qui sont exigées dans ce monde du XXIe siècle. L'objectif principalement, c'est justement préparer ces enfants au métier du futur. Sakoro s'inscrit dans une dynamique de réforme visant à adapter le système éducatif aux réalités du marché de l'emploi. L'ambition, doter les jeunes de compétences pour être compétitifs, innovants et autonomes. L'idée, à travers ce salon du codage, la robotique, mais également du Forum des compétences numériques, c'est de venir donner aux jeunes Guinéens les mêmes formations qu'ils peuvent avoir dans les autres pays. On ne peut pas parler de développement du numérique sans avoir des jeunes Guinéens qui soient formés à l'intelligence artificielle, au développement web et mobile. Dans les stands, des jeunes développeurs présentent leurs projets robotiques, illustrant le potentiel grandissant de la relève guinéenne. Les agriculteurs ne font pas d'études préalables du terrain pour savoir quel culture est le mieux adapté au terrain, parce que chaque sol diffère. Alors notre solution agricole assise pour les modèles MPK vient aider les agriculteurs. Les MPK analysent les concentrations de l'azote, potassium et phosphore se trouvant dans les sols. Et c'est à partir de ça, il va déterminer automatiquement les cultures les mieux adaptées au terrain.
nous vous présentons une voiture autonome dotée d'une intelligence embarquée capable de percevoir son environnement, d'analyser les dangers en temps réel sans aucune intervention humaine. Le Salon du Code et de la Robotique 2026, associé au Forum des compétences numériques, se positionne ainsi comme une véritable plateforme d'opportunités pour une meilleure insertion des jeunes dans l'univers du digital. Face aux violences basées sur le genre, le silence n'a plus sa place. À l'ABM Média Numérique existe désormais. VBG Info devra porter des informations en lien avec le phénomène. Sa mise en service est présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sarafdin Diallo, Nabilay Moussa Kamara. Les violences basées sur le genre sont des pratiques récurrentes dans nos sociétés. Elles demeurent une réalité douloureuse au sein des communautés, touchant toutes les couches sociales. Des victimes vivent encore dans l'ombre, entre peur et indifférence généralisée. En lançant officiellement VBG Info, nous posons une pierre importante dans l'édifice de la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. Ce n'est qu'un début. Le véritable travail commence maintenant. Je vous invite donc à vous approprier cet outil, à le faire connaître et à en faire un instrument de justice et d'espoir. VBG Info se présente comme bien plus qu'un média numérique. La plateforme constitue un véritable pont entre les victimes et les services compétents, un outil d'éveil, d'alerte et d'orientation. Je tiens à saluer le courage et le professionnalisme qui caractérisent la production de ce film. Je suis convaincu que porter un tel projet demande une immersion profonde et une éthique pour non seulement respecter la dignité des survivantes, mais aussi en dénonçant l'inacceptable. J'accueille ce choix avec beaucoup de satisfaction et vous rassure à l'avance de mon engagement personnel et celui de mon département à soutenir et accompagner toutes les bonnes actions qui seront entreprises pour une véritable opérationnalisation de cette plateforme numérique, qui constitue une des réponses les plus efficaces aux besoins d'information, de sensibilisation et de conscientisation des populations. VBG Info repose sur une vision claire, bâtir une société où la dignité humaine est respectée, où la justice est accessible à tous, avec une tolérance zéro face aux violences. Au Sénégal, voyage spirituel dénommé Dakar. Plus de 2000 fidèles musulmans se donnent rendez-vous pour 10 jours non loin de la cité sainte de Madina Gounass. La mobilisation remonte à plusieurs décennies, vous allez le voir. Nombreuses nationalités répondent à l'invitation. On note également une forte représentation des Guinéens, dont Kerfa Lamane, notre reporter qui a suivi la cérémonie. Compte rendu, Noumousso Diakité. Dans la région de Kolda, au Sénégal, voici la ville sainte de Médina Gounass. Fondée par un certain Tierno Mamadou Saïdou, la localité sert depuis 1942 de repère pour une retraite spirituelle. Un cheminement de la foi appelé Dakar qui se tient au milieu de nulle part dans la savane, à plus de 10 km de Médina Gounass. Cette année encore, le Dakar refoule du monde, des fidèles musulmans loin du tumulte de leur quotidien pour la quête de l'intériorité de la retraite. Il y a des marabouts qui ont des talibés un peu partout, mais les faire regrouper dans ce système associatif et faire du Dakar un lieu de rencontre de toutes ces communautés veut effectivement dire qu'il y a une possibilité que l'intégration africaine, que la paix dans la sous-région puisse se faire. Pendant 10 jours, les esprits sont figés par les prières, la wazifa, le zikr, la lecture du Saint-Coran, qui sont les éléments essentiels du Dakar. Ces fidèles musulmans sont venus de toute la région ouest africaine, ainsi que d'autres pays du monde, et la Guinée est valablement représentée. Ce que nous avions puisé de cette occasion, de cette rencontre est immense. Seul Dieu sait ce que ça représente au fond pour nous. Parce que depuis que nous sommes arrivés, on a fait des découvertes et puis on a eu l'opportunité de lire le Coran, de profiter de l'enseignement des différents chers
Et puis, surtout, nous avions prié pour le pays, chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on est là aujourd'hui, on représente la Guinée. Que les bénédictions de cette rencontre religieuse soient bénéfiques pour nous tous. Nous prions pour la paix, pour la population et surtout pour le président de la République, Mamadi Doumbouya. Les valeurs spirituelles incarnées par cette retraite sont de plus en plus préservées par la fondation Dantal Daka et chaque année, plus de 2000 participants, tous des hommes, y séjournent car la présence des femmes n'est pas autorisée. Religion encore dans la ville sainte de Bofa, fini le pèlerinage chrétien. C'est la retrouvaille des milliers de fidèles catholiques du pays. Le thème de cette année invite à l'unité, à la foi et à l'espérance. Au cœur des célébrations, les 150 ans d'évangélisation de l'Église catholique. On retrouve Antoine Macolé, Robert Bangoura et Marie-Simone Noël Tolno. Suivez. C'est sous le signe de la foi que des milliers de pèlerins sont venus des 5 diocèses de Guinée et des pays voisins pour prendre part au traditionnel pèlerinage national de Bofa. Ce contexte de célébration du jubilé des 150 ans d'évangélisation en Guinée ajoute une dimension particulière aux célébrations, redynamisant l'espérance et la prière pour l'avenir de l'Église en Guinée. Chers pèlerins, l'histoire de l'évangélisation en Guinée nous enseigne que le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de joie, mais aussi des moments de difficulté. Il y a eu des périodes d'enthousiasme, mais aussi des périodes d'épreuve. Mais à travers tout cela, le Christ est resté présent. Aujourd'hui encore, il nous dit: n'ayez pas peur. Il nous invite à continuer la mission commencée en 1877. Il nous invite à transmettre la foi aux générations futures. Il nous invite à être des témoins crédibles de l'Évangile dans notre société. Encore cette année, plus de 25 000 pèlerins sont présents dans ce sanctuaire. Ils prient et se recueillent sur la tombe des prédécesseurs dans la foi. Nous nous recueillons sur leur tombe afin qu'ils nous transmettent ce flambeau, qu'ils nous transmettent cette foi, afin de pouvoir suivre le Christ. Parce que suivre le Christ, c'est une mission et c'est une croix. J'exhorte l'Église chrétienne de Guinée à ce qu'on s'engage ensemble pour encore davantage embellir ce site, pour que nos prières montent davantage ensemble. L'Église, dans sa mission d'évangélisation, a toujours été aussi une missionnaire de paix partout où elle est implantée. Depuis 150 ans, l'Église catholique en Guinée contribue au rayonnement de la vie de la nation et au maintien d'une cohabitation pacifique des fils du pays. Je suis venue pour réitérer encore ma foi, communier avec mes frères et sœurs, et c'était vraiment un très beau pèlerinage. 150 ans d'évangélisation, c'est aussi 150 ans d'espérance et d'exultation. C'est donc dans la foi et l'espoir que ces fidèles comptent célébrer ce jubilé dans leurs différents diocèses pour la clôturer en novembre 2027, ici dans ce même sanctuaire marial de Bofa. Ce millier de pèlerins sur ce sanctuaire marial de Bofa repartent de ce lieu saint raffermis dans leur foi, heureux d'avoir vécu en cette année de grâce 2026 ce temps de communion et de fraternité, symbole de la croissance d'un évangile sémé il y a 150 ans. Célébrer donc 150 ans d'évangélisation, c'est une lueur d'espoir pour la Guinée et pour une église plus vivante. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.